C'est très chaud. Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'une de mes principales phobies, à savoir... les araignées. Pourquoi je fais des vidéos sur YouTube déjà? A few moments later. Non, je veux pas regarder. Je veux mourir. Je veux lâcher mon... J'ai lâché mon portable. Il y a une araignée digitale sur mon écran. J'ai l'impression que genre, en fait l'araignée qui est affichée sur mon portable c'est vraiment une vraie araignée qui est genre lancée par terre et genre qu'il y a une araignée par terre, sauf que c'est pas une araignée par terre, c'est juste mon portable avec une photo d'araignée. Ok, je respire. J'ai une idée, je sais comment changer. Ok Google, mets une photo de Zelda Breath of the Wild. Ça a marché. C'est revenu en arrière. Mais bon, je vous rassure, je suis pas encore folle. Hein. Contrairement à ce mec. Lui, là, ouais. Alain Robert, qui adore monter des buildings à travers le monde sans aucun système de sécurité et que tous les médias surnomment le Spider-Man français. Sa dernière ascension était le Skyper à Francfort, un immeuble de 154 mètres de haut qu'il a escaladé en une demi-heure. Bon, après il s'est fait prendre en flaque par la police. Hein. Mais c'est déjà un truc de fou. Évidemment, Alain est un grimpeur français de haut niveau avec beaucoup d'expérience. Et puis de toute manière, c'est pas comme si Spider-Man pouvait exister dans la vraie vie. Oh là là. Bon, alors déjà on va commencer en douceur avec un petit peu d'histoire, parce qu'autant vous dire que pour moi, les recherches ont été très douloureuses. Spider-Man est un super-héros de l'univers Marvel qui apparaît pour la première fois dans un comic nommé Amazing Fantasy en 1962, scénarisé par Stan Lee et dessiné par Steve Ditko. C'est un succès à tel point qu'on lui crée sa propre série nommée The Amazing Spider-Man. Depuis, il y a eu pléthore d'adaptations cinématographiques et c'est l'un des personnages les plus connus de l'univers des comics. À l'heure actuelle, il a été incarné par 4 acteurs, Nicolas Hammond, dont personne ne se souvient mais c'est pas grave, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. En gros, le pitch, vous le connaissez déjà, j'en suis sûre, c'est l'histoire de Peter Parker qui, après avoir été mordu par une araignée radioactive, découvre qu'il a des super pouvoirs et choisit comme nom d'identité secrète... They love me. Donc Spider-Man, alias Peter Parker, doit son pouvoir à une araignée radioactive. C'est un facteur récurrent, dans toutes les versions, Peter Parker devient l'homme araignée parce qu'une araignée l'a mordu. Et c'est là où le montage va prendre une toute autre dimension pour moi, avant c'était un plaisir, maintenant ça sera une torture. Ravi d'avance, l'araignée en question s'appelle Acaeranae tepidariorum, j'espère que je l'ai bien prononcé, en tout cas c'est une araignée commune qu'on trouve principalement dans les maisons, sauf que là, elle est radioactive. Ah! Alors certes, une araignée est totalement capable de survivre à la radioactivité, il y a déjà plein d'études qui ont été menées là-dessus, mais de là à modifier l'ADN par une sorte de virus transmis par une morsure, ça commence à être un peu gros quand même. Mais bon, pour les besoins de la vidéo, on va faire comme si c'était possible. Ok, Clara Passion Biologie, c'est parti. Pour fuir les nombreux documentaires et articles de science sur les araignées qui m'attendaient, j'ai regardé les Spider-Man de Sam Raimi. Et il y a un truc qui m'a frappé. C'est le sort de 6e sens qu'a Spider-Man. Il est complètement capable de prévoir à l'avance les coups ou les balles de ses ennemis pour les éviter. Comme s'il avait toujours un coup d'avance. Si on part du postulat que Peter Parker a une partie de son ADN altérée par celui de l'araignée, ça veut dire qu'il possède une petite caractéristique sympa qui me fait pas du tout flipper. Les poils. Des poils très sensibles, innervés chacun par 3 nerfs et qui recouvrent tout leur corps. Le corps humain est aussi recouvert de poils qui permettent de sentir des changements thermiques par exemple. Mais déjà chaque poil n'est relié qu'à un nerf, et disons que la densité par centimètre carré n'est pas du tout la même. Un être humain est en moyenne pourvu de 60 poils par centimètre carré, alors qu'une araignée est recouverte de 40 000 poils par centimètre carré. Ce qui fait 666 fois plus qu'un être humain. Non, je vous dis pas ça pour que vous ayez peur comme moi. Donc pour être réaliste, en vrai, Spider-Man devrait ressembler à une sorte de Chewbacca volant. Et c'est vrai, ce sont ces poils qui permettent à Spider-Man d'avoir une mécanoréception aussi sensible et exacerbée. Mais qu'est-ce qu'on appelle une mécanoréception ?
Dans les grandes lignes, les mécanorécepteurs sont des neurones sensoriels qui répondent à des stimuli mécaniques extérieurs et qui vont provoquer une action. C'est une structure capable de transformer un stimuli mécanique en une impulsion nerveuse. Vous, moi, on en est tous dotés. La plupart des poils qui recouvrent les insectes sont en fait des mécanorécepteurs dits isolés ou regroupés. Et selon les espèces et leurs fonctions, les poils à la surface peuvent se terminer en pointe. C'est ce qu'on appelle des trichobotteries. C'est grâce à ce mécanisme qu'elles peuvent prévoir le coup avant que vous veniez pour les écrabouiller. Non, je déconne, moi je les écrabouille pas, moi je reste dans un coin de la pièce et j'attends. Donc pour revenir à Spider-Man, ça explique sa capacité à pas se faire laminer pendant les combats et accessoirement à ne pas se faire prendre en flaque pendant qu'il se change. Et pour passer d'un sujet qui me rebute à un autre, il faut qu'on parle des pattes. Ah, j'aimerais que ça soit celle-là, mais non. Non, Clara. Tu sais quelle patte il faut que tu mettes au montage, ma puce. Voilà, celle-là, ça me dégoûte. Je veux vomir. Je pars boire de l'eau de Javel, je reviens. Ok, les araignées peuvent marcher au mur à la verticale, et c'est ce que Spider-Man fait, easy peasy. Sauf que même avec tous ces poils montés sur les murs comme ça, c'est compliqué. Pour grimper, les araignées possèdent ce qu'on appelle des sétules. Et au bout de ces sétules, il y a ce qu'on appelle des spatules. Ce sont des petits appendices triangulaires tout petits qui font la taille d'un atome et qui permettent d'accrocher à peu près n'importe quelle surface sans problème. En fait, c'est dingue, mais si on approche des spatules assez près d'autres atomes, il peut y avoir comme une faible énergie électrique qu'on appelle la force de Van der Waals. Le principe, c'est de dire que quand deux atomes interagissent, les nucléons et les électrons de ces atomes s'attirent à courte distance et forment un amas de charge pour créer une interaction électrique de faible intensité. Je suis pas en mesure de rentrer en détail, mais si ça vous intéresse, je vous laisse des infos dans la description. Mais du coup, ça fait encore moins sens quand on y pense. Pourquoi Spider-Man porte un costume? Pourquoi il couvre les poils qui lui permettent de s'accrocher au mur? Ça va, Peter? Tu vas bien? Une étude de l'université de Cambridge a été publiée il y a quelques temps. Pour ça, ils ont comparé plus de 225 espèces d'animaux et d'insectes grimpeurs. Et c'est là où on passe à ma deuxième phobie! Oui, vous êtes prêts, c'est parti! Les geckos. Pourquoi les geckos, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que ce sont les animaux les plus lourds à pouvoir marcher à la verticale ou au plafond grâce à leurs doigts qui sont en fait striés et également grâce à la force de Van der Waals. Mais en tant qu'humain, il nous faudrait des superficies adhésives trop étendues pour pouvoir faire la même chose. Parce que plus un animal est lourd, plus il a besoin de surface adhésive. Et pour un humain, il faudrait que 40% de son corps en soit recouvert pour pouvoir marcher à la verticale. Et même si Spider-Man avait eu les capacités du gecko, il aurait dû tailler du 145 en chaussures pour pouvoir y arriver. Bon, à défaut d'être réaliste, ça nous explique le pourquoi du comment du costume. Attends. Est-ce qu'on pourrait pas refaire son costume en vrai? Je sais pas, je me dis que dans la majorité des versions, Peter Parker est un scientifique brillant, spécialisé dans la biochimie, mais il s'y connaît aussi en mécanique et en ingénierie. On le voit fabriquer plein de gadgets comme des lance-toiles, des traceurs, des uniformes en tout genre. C'est possible que ces expériences soient pas si fictives que ça. Ok, imaginez que nous, humains, enfin, nous, les chercheurs qualifiés, aient trouvé un moyen de reproduire et de décupler la capacité adhésive du gecko. En se basant justement sur le modèle du gecko, les chercheurs de l'université de Dayton et de Géorgie ont conçu un matériel à partir de nanotubes de carbone. Il est tellement fin et fort qu'il est 10 fois plus adhérent que le pied d'un gecko. Je suis dans la merde. Comme d'habitude, je vous mets l'étude dans la barre d'infos, mais également le calcul qu'ils ont fait, mais en partant de l'hypothèse que Spider-Man monte principalement avec ses doigts et ses pieds, et si on incorporait cette technologie dans son costume, un être humain pourrait se tenir à la verticale avec seulement 3 doigts. J'adore la science, c'est trop bien, j'adore. Maintenant, il nous reste à voir le meilleur pour la fin et ce qui me fascine le plus perso, la toile. Certaines versions de Spider-Man partent du principe qu'il a le pouvoir de lancer sa propre toile organique à partir de ses poignets. Et en vrai, si Spider-Man existait, son avant-bras ressemblerait plus à ça. Ouais, faudrait que ses avant-bras aient au moins doublé de volume pour pouvoir en produire et en stocker assez. Mais la plupart du temps, Spider-Man élabore son propre fluide de toile. Et même ses propres lance-toiles, on le voit dans plusieurs opus. Il possède plusieurs caractéristiques.
Déjà, il se solidifie, il est flexible, il se durcit à l'air et il se désagrège avec le temps. Ou alors la ville de New York a un super bon service secret de nettoyage. Je sais pas, faut se poser des questions quoi. Et vous savez ce que j'ai envie de faire? Ouais, on va essayer de la reproduire. Vous me suivez? C'est parti. Ok. Tel que vous me voyez là, je suis euphorique face à la possibilité de faire ma propre toile d'araignée. Sauf que voilà ce qui s'est passé. Au moment d'écrire cette vidéo, j'avais pas encore en ma possession mon matériel de parfaite petite scientifique, j'avais juste trouvé un site prêt à le vendre à un particulier. Et il s'avère qu'au moment du paiement, on m'annonce que... Eh ben ça va pas être possible. J'étais ravie. Mais j'ai trouvé une autre solution qui va être pas mal drôle aussi et que vous pourrez refaire à la maison. D'ailleurs, si vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur Instagram ou sur Twitter, ça me fera vraiment plaisir. Donc, avant ça, laissez-moi vous présenter la synthèse de nylon, parce que je suis vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir vous la montrer. On dit que la synthèse de nylon ressemble fortement à de la toile d'araignée, parce que... Voilà, c'est extrêmement stylé. Je vous mets dans la description le lien de la vidéo avec l'explication. Nous, on va rester concentrés sur les araignées, bah ouais, parce que j'adore me faire peur. Mais spoiler, vraiment, la formule de The Amazing Spider-Man, c'est pas folichon, hein, c'est même plutôt n'importe quoi. Bonjour et bienvenue pour ce crash test de toile d'araignée, ici Clara Chimiste, et j'aurais jamais pensé dire ça un jour dans ma vie. Je ne vais plus avoir de sang dans mes jambes, est-ce qu'on est content de ça? Non. Donc de quoi avons-nous besoin pour cette expérience? Eh bien on va avoir besoin d'un récipient, ensuite on va avoir besoin d'acétone, donc en assez grande quantité, vous pouvez le trouver en supermarché, pour pouvoir dissoudre du polystyrène expansé, je reviens là-dessus dans 2 secondes. Vous allez également avoir besoin de petits gants pour vous protéger, d'être dans une pièce bien ventilée et d'une petite baguette en bois pour pouvoir tout simplement prendre la matière et l'étirer. À cela s'ajoute un peu de courage et le sens de la chimie. Je sens la catastrophe. J'ai failli oublier, un verre doseur, ça peut être utile. Nous, on va commencer par une toute petite quantité. Donc, on va venir du coup verser nos 10 centilitres d'acétone. Est-ce que vous êtes prêts? Ça se trouve, ça ne va rien faire. Ça se trouve, ça va faire quelque chose de cool. J'ai peur que ça fasse rien. Est-ce qu'on est prêts? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais c'est beaucoup trop cool. C'est beaucoup trop bien. Ok, donc qu'est-ce qui se passe entre le polystyrène expansé et l'acétone? Qu'est-ce qui se passe pour que ça provoque cette réaction chimique? L'acétone, c'est un produit chimique volatile. Et le polystyrène, bah il y en a plusieurs types. Il y a le cristal, il y a le choc et il y a l'expansé. Le plus commun, c'est l'expansé, aka celui qu'on retrouve partout dans les emballages et qui pollue aussi beaucoup. Il est composé majoritairement de polystyrène et de gaz. C'est un mélange. Lorsque l'acétone et le polystyrène sont combinés, le polystyrène se dissout et libère un gaz sous forme de bulle. Et si j'ai bien compris, les molécules d'acétone sont chimiquement proches de celles liant les molécules de polystyrène et c'est ça qui permet la dissolution. Vous voyez cette chose juste ici? C'est de la toile. C'est de la toile? C'est de la toile, sa race! C'est de la toile ou c'est pas de la toile? Je suis pas censée toucher ça avec c'est de la toile. Si vous kiffez la chimie et que vous voulez en voir plus avec des données bien plus précises que ce que je suis en train de faire actuellement, allez checker la chaîne de Blablaro au Labo. D'ailleurs Rémi, merci pour ton aide, pour tes précieux conseils à propos de cette expérience qui n'a pas foiré. Parce que là je trouve qu'on se disperse un peu quand même. Voir qu'on se dissout. Maintenant que nous avons obtenu notre fluide, qui ressemble plus à du slime qu'autre chose d'ailleurs, laissez-moi vous parler des toiles d'araignée et de comment ça marche. Alors déjà, il faut savoir que toutes les araignées ne tissent pas. Mais pour celles qui tissent, elles sécrètent dans leurs glandes séricigènes un liquide rempli de protéines qu'on appelle des fibroïnes, et qui forment une fibre qui va durcir à la sortie pour devenir de la toile. C'est réputé pour être l'une des matières les plus solides au monde. Il y a plein de types différents de toiles. Il y a des nappeuses, des gluantes, des adhésives. Il y a aussi plein de méthodes de capture différentes. Je les vois maintenant tous les soirs dans mes cauchemars et c'est sympa. Alors pourquoi je vous ai fait cette disposition un petit peu chelou? Eh ben pour vous montrer que la structure de la toile,
C'est pas n'importe quoi, wesh. Déjà, elle commence par le cadre extérieur de la toile, généralement sous la forme d'un pont entre deux appuis. Ensuite, elles viennent former un Y à l'intérieur du cadre. Et autour de ce Y, elles viennent tisser des rayons et terminent par une spirale qui va de l'extérieur vers le centre. La soie d'araignée est constituée d'une part de composants cristallins très organisés, utilisés pour le cadre et qui sont beaucoup plus rigides, et d'autre part des composants amorphes plus désordonnés, utilisés pour le centre, qui sont beaucoup plus flexibles. Et pour revenir à Spider-Man, celle qui est le plus représentée graphiquement, c'est la Veuve Noire. Parce qu'elle est noire et rouge. Mais elle a le venin 15 fois plus puissant qu'un serpent à sonnette. Alors qu'en vrai, il existe une espèce beaucoup plus proche des caractéristiques de Spider-Man. La Denopis, qui, comme lui, propulse sa toile en jet depuis son céphalothorax, et perso, je serais vous, j'irais pas l'emmerder, parce qu'au lieu de tisser sa toile et d'attendre dessus tranquille pépouse, elle la tisse entre ses pattes pour pouvoir attraper sa proie au vol et la manger tel un ogre. Habile. Flippant, mais habile. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a informé et diverti. En tout cas, je me suis régalée à l'écrire, ça faisait hyper longtemps que je voulais parler de science. Je vous mets, comme je vous ai dit dans la vidéo, toutes les sources, les calculs, les infos. N'hésitez pas si vous avez envie d'en parler avec moi, que ce soit en MP ou dans les commentaires. Je pense que le montage de cette vidéo va être hilarant de l'extérieur parce que clairement, même si j'ai regardé des tonnes de documentaires et lu beaucoup d'articles, je n'ai pas soigné mon arachnophobie. N'hésitez pas à vous abonner et également à me dire en commentaire: salut, c'est Clara du montage. Et ben écoutez, Clara du tournage a un petit peu trop respiré de vapeur d'acétone, du coup elle est devenue folle et elle a oublié de poser la bonne question pour les commentaires. Donc quel super-héros vous voudriez voir exister en vrai? J'en ferai sûrement une prochaine vidéo pour savoir si c'est possible dans notre réalité. Et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo parce que c'était un plaisir, mais affronter ma pire phobie et faire plein de recherches là-dessus, c'est quand même un travail très conséquent, hein. Donc n'hésitez vraiment pas à partager la vidéo si elle vous a plu, ça me fera extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle question autour de la prod et de la fiction. Salut! Je vais décoller mes mains.